bonsoir. Alors moi je suis l'étrangère. On vous a dit au début qu'il y avait ce soir. Alors j'imagine que c'est très vite compréhensible à mon accent que je suis l'étrangère. Alors je suis non seulement la Suisse de l'équipe, je suis aussi la seule femme, mais plus fondamentalement, je suis aussi celle qui n'a pas d'utilisation de nouvelles technologies. J'ai un bon vieux bout de papier sur lequel j'ai noté en fait des citations des personnes qui m'ont précédée, mais malheureusement comme j'ai pas une demi-heure à disposition, je vais pas pouvoir en utiliser beaucoup. Donc moi, disons que ce qui me distingue le plus, je dirais, c'est que je suis vraiment une extraterrestre finalement par rapport aux trois personnes qui ont parlé avant, dans le sens où les trois personnes qui ont parlé vous ont parlé d'une pratique qui est la leur, avec un certain regard critique sur ce qu'ils font. Moi, j'ai pas du tout de pratique. Moi, je suis anthropologue et moi, mon travail, c'est d'aller explorer l'univers de notre société pour essayer de comprendre quel type de société nous sommes en train de construire avec le développement, la prolifération de nouvelles technologies partout. Alors, je dois vous avouer que peut-être qu'en ça aussi, je suis l'étrangère de la soirée. J'ai compris quand Nicolas a fait son sondage, j'ai enfin compris le titre de la journée. En fait, je n'avais pas du tout compris ça comme ça, moi. En fait, moi, j'avais compris ce titre avec les lunettes qui sont les miennes, puisque quelque part, si je le dis, c'est très schématique de le dire comme ça. Mais pour moi, la plupart des technologies avec lesquelles nous vivons, elles peuvent se résumer d'un côté à toutes les technologies, qu'elles soient robotiques, qu'elles soient génétiques, que ce soit même la prise de médicaments, qui sont toutes les technologies qui, pour moi, machinisent l'humain dans ma définition de ce que c'est l'humain, pour essayer de faire de nous des super-humains. Et le revers de la médaille, c'est toutes ces machines, là aussi principalement robotiques, auxquelles nous déléguons des aptitudes qui jusque-là étaient considérées comme des aptitudes propres à l'humain. Et donc moi, ce titre, je l'ai lu comme ça. Parce que pour moi, dans mes interrogations d'anthropologue, la question qui se pose, c'est du fait que ces deux champs technologiques se développent. Pour moi, la question c'est, est-ce que le transhumanisme va émerger des machines qui deviennent toujours plus similaires à nous, ou des humains qui se machinisent toujours plus. Alors voilà, j'ai fait mon coming out par rapport au fait que j'avais rien compris au titre. Il y avait quelqu'un d'autre qui l'avait compris comme moi? Non. Bon. Mais moi j'avais cherché en plus, et heureusement que Nicolas a commencé par ça, parce que je pense que j'allais vous dire, ah oui, le titre résume bien mes interrogations, et là vous seriez tous dit, mais là, rien compris, la pauvre. Enfin, donc moi en tant qu'anthropologue, les questions que je me pose, c'est des questions qui relèvent vraiment de la finalité. Souvent, quand on parle de questions éthiques en lien avec ces questions-là, on se concentre sur la gestion de ce qu'on considère comme étant des mauvais usages. Et là, j'ai appris avec intérêt, je savais pas que l'Association française de transhumanisme faisait ce H+ for good, qui pour moi est un bon exemple justement de ces questions éthiques qu'on se pose en se disant qu'il y a un bon usage et un mauvais usage, et qu'on va essayer de canaliser tout ça dans le bon usage. Et moi, ma question d'anthropologue, c'est d'essayer de se demander, si on pousse ce bon usage jusqu'au bout, vers quoi est-ce qu'on va arriver? Il y a aussi en Suisse, il y a toute une série de congrès qui se sont faits récemment autour de l'intelligence artificielle for good. Il y a vraiment cette idée de canaliser tout ça dans le bon sens. Donc fondamentalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est la définition de l'humain qui est derrière tous ces développements technologiques. Alors j'ai entendu Terence avec intérêt dire on aimerait rester humain. Mais c'est là tout l'enjeu. C'est quoi rester humain? C'est quoi être humain? On a tous des définitions différentes de ce que ça signifie être humain. Alors d'un point de vue, moi je prends de la distance par rapport à ça. En même temps, je vous ai dit, quand je vous dis l'humain qu'on machinise, c'est par rapport à mes propres définitions. Maintenant, ce que je vois à travers, et je montre toujours ça parce que moi je lis toujours super-humain et machine comme mes deux revers de médaille. Ce que je vois derrière, c'est une représentation de l'humain dans laquelle il n'y a plus d'ontologie propre à l'humain, dans laquelle il y a une représentation, une mise à plat du vivant et du non-vivant qui sont complètement interchangeables les uns avec les autres. Alors que ça soit au niveau de l'individu,
un humain, un robot interchangeable, et au niveau des organes, au niveau des tissus, à l'intérieur même. Et là, j'écoutais Philippe avec intérêt parler de la question des frontières, parce que c'est toute cette question de la porosité entre le vivant et le non-vivant qui ne fait pas sens dans toutes les sociétés. Alors là, j'ai pas d'exemple en tête, mais il faut bien se rendre compte que cette idée que l'humain est une machine parmi d'autres et qu'on peut échanger comme ça des pièces, c'est une représentation qui est propre à notre société. Alors, il est clair que on est dans l'ordre de la promesse technologique. C'est pour ça que je parle d'imaginaire de l'interchangeabilité. On a d'un côté une représentation, et on a de l'autre côté des pratiques. On vient d'évoquer un certain nombre de difficultés techniques, mais moi qui ai beaucoup travaillé dans des laboratoires d'ingénieurs, j'ai souvent entendu, on n'en est pas encore là. Sous-entendu qu'il y a des choses qu'on ne peut pas encore faire maintenant et qu'on fera un jour. Ce qui, moi, m'amène à interroger peut-être un tout petit peu différemment la question du bateau de Thésée et à renvoyer ça de nouveau à notre propre définition de l'humain. Philippe, quand tu nous dis le bateau de Thésée, si on remplace toutes les pièces, mais peut-être pas le cerveau. Tu nous donnes ta représentation de l'humain dans laquelle il faudrait pas toucher au cerveau. Il y a d'autres chercheurs pour lesquels, au contraire, tout est reproductible. Moi, c'est ces éléments-là que j'essaye de trouver dans tout ce que je vois. Maintenant, moi, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça il y a une vingtaine d'années. Je dirais que le transhumanisme est venu à moi, parce que je savais pas que le transhumanisme existait. Mais j'ai commencé à travailler dans des laboratoires de recherche, principalement à l'École Polytechnique Fédérale à Lausanne, en allant explorer ce que proposaient les ingénieurs. Et j'ai trouvé extrêmement intéressant de voir à l'œuvre un glissement entre... Alors à l'époque, moi j'ai appelé ça, dans mon doctorat, je connaissais pas le terme transhumanisme, maintenant je sais qu'il existait déjà, mais il y a 20 ans on n'en parlait pas, c'est vite vu. Et moi j'ai parlé du glissement entre une médecine de réparation et une médecine d'amélioration. Alors si c'était à refaire, j'appellerais pas ça comme ça du tout, parce que dans médecine de réparation, il y a toute la métaphore mécaniste, que du coup j'ai accepté en appelant ça comme ça. Et en parlant de médecine d'amélioration, il y a un jugement de valeur. Donc il faudrait peut-être parler plutôt d'augmentation. Mais ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est que j'ai bouclé l'hiver dernier cette boucle de recherche en laboratoire en retournant 20 ans plus tard dans certains laboratoires qui étaient ceux que j'avais explorés pour ma thèse. Et je me suis rendu compte que, si vous voulez, en 1998, quand j'ai vu ce glissement apparaître et que je l'ai dit spontanément aux chercheurs avec qui je travaillais, on m'a dit « mais non, c'est de la science-fiction ». Puis on a commencé à parler d'un ingénieur anglais qui est Kevin Warwick, qui lui dit l'humain est obsolète et qui revendique une fusion avec la machine. Et du coup, moi j'ai décidé, je suis allée quelques années étudier dans son laboratoire pour essayer de comprendre ce qu'il voulait promouvoir. Et quand j'ai commencé à dire aux ingénieurs avec qui je travaillais jusque-là que j'allais aller dans le laboratoire de Kevin Warwick, on dit « ah oui, mais lui il est fou ». Donc on avait passé de c'est de la science-fiction à c'est quelques fous dans des laboratoires. Et maintenant quand je suis retournée dans les laboratoires de ceux qui me disaient ça, je me rends compte que 20 ans plus tard, ils font maintenant ce que Kevin Warwick faisait il y a 10 ans, mais ils appellent toujours pas ça du transhumanisme. Enfin maintenant j'avais un mot, la dernière fois que j'y suis allée, j'avais un mot à leur proposer, et quand je leur dis mais est-ce que c'est pas du transhumanisme ? On me dit non, c'est pas du transhumanisme. Donc moi, ce que j'observe comme anthropologue, c'est vraiment une société qui évolue en mettant la barre toujours plus haut du point de vue médical. Et je pense que ce qui explique que ces ingénieurs ne se reconnaissent jamais dans ce que moi j'appelle le transhumanisme, c'est parce que ce qui est considéré comme médical aujourd'hui était encore considéré comme de l'augmentation il y a 20 ans. Et si vous prenez la définition de la santé de l'OMS qui nous dit que la santé est un état de bien-être total, potentiellement, dans une société consumériste comme la nôtre, on fait entrer toute une sorte d'état dans la pathologie. Et donc, on justifie toutes sortes de technologies par le thérapeutique. Et donc, pour moi, le transhumanisme, c'est pas un mauvais usage de technologies qui, bien utilisées, serait thérapeutique. C'est l'aboutissement logique d'une société, la nôtre, qui a un système médical qui prend de plus en plus en charge des patients en bonne santé. La médecine anti-âge, médecine prédictive, médecine préventive. Et donc tout ça, juste pour terminer en quelques mots,
ça m'amène à m'interroger sur la société qui va découler de ça, parce que je pense que c'est une très bonne intention de dire qu'il faudra laisser le choix, mais on est déjà une société à deux vitesses. Alors moi, je connais mal le système de santé français, mais en Suisse, qui est pourtant un pays extrêmement riche, on a déjà un système qui est à deux vitesses. Tout le monde n'a pas accès à tous les soins. Et dès le moment où ces technologies entrent dans la définition du soin, on va renforcer ces inégalités. Donc le choix, je suis pas sûre qu'il soit comme ça donné dans un monde idéal, oui, mais on n'est pas dans un monde idéal. Et plus fondamentalement, et je vais terminer, je vais vraiment casser l'ambiance avec avec ma dernière phrase. Je pense que derrière tout ça, il y a une société extrêmement eugéniste qui se profile. Et ça, il faut appeler un chat un chat. Mais c'est ma société. Je suis pas en train de critiquer du dehors. Je pense ça sera vraiment ma dernière phrase. Je pense qu'il faut vraiment faire une distinction entre nous comme individus. Il y a toute une série de technologies qui nous font très plaisir pour notre confort et notre santé. Maintenant, il faut voir de loin tous ces individus mis ensemble, comment est-ce qu'ils vont vivre, comment est-ce qu'ils vivent. Et ça, je crois qu'on n'est pas du tout en train de penser le projet de société qui va avec. Je vous remercie. Merci Daniela.